Bien, bonjour chers collègues. Mon tour, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée de formation. Je remercie mes collègues assis à gauche et à droite, mes collègues professeurs formateurs qui ont accepté d'être présents à mes côtés pour co-animer cette journée. Je les remercie infiniment de leur travail, de leur investissement. Et je remercie naturellement mes collègues inspecteurs qui sont également à mes côtés. Et je leur suis infiniment reconnaissant de m'avoir permis également de vous rencontrer en organisant cette journée qui va être consacrée à l'accueil des élèves allophones en lycée professionnel. Effectivement, comme le disait mon collègue, les propos que je vais tenir ne concernent pas seulement les professeurs de lettres-histoire, mais tous les professeurs, quelle que soit la discipline qu'ils enseignent. Donc ce n'est pas enseigner le français, c'est plutôt enseigner en français. Voilà. Alors à l'inspection générale, au sein du groupe des lettres, je m'occupe de la maîtrise de la langue, de la grammaire, si vous voulez. Je m'occupe également des élèves allophones parce que j'ai en responsabilité, parmi nos territoires ultramarins, ceux où la maîtrise du français pose un problème, à savoir la Guyane, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Donc ce sont des territoires que je connais pour y être allé en mission dans la plupart d'entre eux, en immersion en somme, afin de voir comment les professeurs étaient confrontés à ces situations d'allophonie, qui ne sont pas des allophonies sporadiques, puisque dans ces territoires, vous avez toute la classe, dans la plupart du temps, qui est en situation d'allophonie. Et ce qui vient parfois compliquer la tâche, notamment en Guyane, c'est que parfois sur une classe de 20 élèves, vous avez 15 situations linguistiques différentes. Donc voilà. Et cela, ça peut vous arriver à vous si un jour vous décidez d'aller partir travailler outre-mer, demander une affectation dans un des vice-rectorats d'outre-mer, peut-être serez-vous confronté à cette situation. Alors, donc, ce que je vais vous dire, ce sont des choses toutes simples, ce sont des choses vues, mais ce sont également des choses pratiquées, si je puis dire, parce qu'avant d'être inspecteur général, j'étais enseignant, je l'ai été 20 ans, et j'ai notamment travaillé à l'étranger moi-même, mais non pas dans le système français, c'est-à-dire j'enseignais au Ghana notamment, j'ai enseigné au Yémen, j'ai enseigné en Libye, mais j'avais des étudiants face à moi qui étaient des étudiants locaux, donc ghanéens, libyens ou yéménites, et donc j'enseignais le français à des étudiants. Alors certes, on peut se dire, mais les étudiants, ma foi, le pire est derrière eux, parce qu'ils parlent bien le français. Ben non. Donc j'avais moi-même des classes allophones, et j'ai commis des erreurs, en somme, en arrivant au début dans ces pays, parce que je n'étais pas préparé, je n'avais peut-être pas pris l'entière mesure de la difficulté d'enseigner en français à des élèves qui n'étaient pas francophones. Donc, votre formation initiale ne vous prédispose pas à l'allophonie. Vous êtes formé avant tout pour enseigner votre discipline, a priori à des élèves qui vous comprennent. Mais la spécificité de notre public ou l'évolution de notre public fait que vous êtes de plus en plus confrontés à des élèves qui sont d'origine étrangère, qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Et donc on va travailler un petit peu ensemble à essayer de voir quelles sont les pistes qui peuvent vous aider, quelles sont les pistes, les bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour vous permettre de mieux intégrer ces élèves à votre classe et pour leur éviter le décrochage ou toute situation qui en plus est à la fois préjudiciable pour eux mais également pour vous, parce que quand vous sentez qu'une partie de votre auditoire vous échappe, naturellement, ce n'est pas bien pour vous non plus, je le conçois très aisément. Voilà, donc on va parler un petit peu de cela. Il y aura à la fois des éléments théoriques que j'ai besoin, que je crois nécessaire de vous remettre en mémoire, et ensuite nous verrons des cas très concrets de pratiques de classe sur le modèle du faire et ne pas faire, c'est-à-dire ce qu'il faut vraiment et absolument éviter et ce qui est vraiment préjudiciable à votre enseignement. Alors voilà un petit peu le plan de l'exposé que j'ai prévu. Compte tenu de la captation, je vous propose une partie un petit peu magistrale, même si je n'aime pas pratiquer ainsi. Et ensuite, nous pourrons, à l'issue de la captation, revenir sur les questions. Naturellement, il y aura un temps d'échange. C'est la partie principale de notre rencontre, c'est-à-dire l'échange entre vous et moi, entre vous et nous, voilà, pour que l'on puisse parler un petit peu de cela. Mais pour l'instant, compte tenu du fait de cette captation, je me dois de faire d'abord une partie un peu magistrale. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.
Voilà, alors on va commencer, donc voilà, j'ai prévu ça en 5 parties, on va parler tout d'abord, il faut que vous ayez conscience d'une chose, c'est ce que j'appelle le combat contre l'évidence. Il faut que vous ayez conscience, d'abord, ça c'est l'élément central, enfin l'un des points cardinaux, lorsque vous accueillez un élève dans votre classe, il faut que vous ayez conscience des différences linguistiques. Ces différences linguistiques, elles ne sont pas anodines parce qu'elles peuvent être responsables d'une partie de l'échec de l'élève. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons, dans les langues du monde sont organisées en grandes familles. Et ces grandes familles, elles ont en commun d'avoir un patrimoine génétique, si vous voulez, qui crée entre elles des points de convergence qui sont parfois très forts. Alors nous, par exemple, nous appartenons à une famille de langues que l'on appelle les langues indo-européennes. C'est une des plus vastes familles du monde. Elle va de l'Irlande jusqu'à la frontière occidentale de la Chine. Donc vous imaginez l'amplitude géographique de cette famille. Vous avez naturellement des petits trous, si je puis dire, dans cette carte, et vous avez dans cette carte des langues qui n'appartiennent pas à cette famille. On peut citer le basque, par exemple, le hongrois, les langues de la Finlande, ainsi que les langues turques. Vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont à part. Les langues turques, vous avez notamment la Turquie, mais également les républiques d'Asie centrale, comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kirghizistan. Donc ce sont des républiques turcophones, pas toutes, hein. Le Tadjikistan n'est pas turcophone, l'Afghanistan non plus. Mais donc, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit la carte, en somme, que vous ayez conscience, tout du moins, de cette carte linguistique. Donc parmi les grandes familles de langues, vous avez les langues indo-européennes, donc je viens d'en parler, et vous avez ensuite des sous-familles, parce qu'il faut imaginer cela comme une arborescence, comme un arbre, si vous voulez. Nous faisons partie d'une des branches que l'on appelle les langues dites romanes, et qui comprennent le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, parmi un certain nombre de langues dites romanes. Vous avez ensuite une autre famille très prestigieuse, que l'on appelle les langues afro-asiatiques. Elles s'appellent ainsi parce qu'elles comprennent à la fois des langues parlées en Afrique et en Asie. Les plus connues sont les langues dites sémitiques, qui comprennent l'arabe, l'hébreu, le berbère, mais vous avez également les langues dites tchadiques, qui comprennent des langues parlées dans la région sud-saharienne. Vous avez les langues dites omotiques, qui sont parlées notamment dans la région de l'Éthiopie, de la Somalie, etc. Donc, autre famille de langues, naturellement. Ensuite, vous avez les langues turques, par exemple, le groupe turc. Vous avez dans le Pacifique, depuis l'océan Indien jusque dans le Pacifique, vous avez par exemple les langues que l'on appelle austronésiennes, encore une très grande famille de langues. Et donc, les langues sont regroupées en familles. Alors, et j'appellerais cela... Ensuite, vous voyez, j'ai mis ce que j'appelle le combat contre l'évidence. Une fois que vous avez cela à l'esprit, il faut que vous vous disiez que l'élève que vous allez accueillir, s'il n'est pas issu de notre famille linguistique, va se retrouver dans une situation d'insécurité, parce que la moindre notion que vous allez utiliser est susceptible chez lui de représenter une nouveauté, voire une incongruité, véritablement quelque chose qui est propre à le déstabiliser. Je vais vous donner quelques exemples. La première chose qui va déstabiliser votre élève, par exemple, ce sont les différences phonétiques, les sons que vous employez. Nous avons 5 timbres vocaliques, A, E, I, O, U. Voilà, c'est important, c'est l'un des traits de reconnaissance, d'identification des langues indo-européennes. Les langues indo-européennes, elles ont 5 timbres vocaliques. Toutes les langues du monde n'ont pas 5 timbres vocaliques. Nous avons par exemple des voyelles que l'on appelle nasales. Les on, les en, les ouin, les un. Ce sont des choses qui sont très difficiles à manier parce que ce sont des voyelles nasales. C'est-à-dire que lorsque l'air est expiré, il est expiré à la fois par la bouche et par le nez. C'est un élément qui pose problème à la plupart des élèves étrangers parce que ces voyelles, ces sons qu'ils entendent n'existent pas dans leur langue. Donc c'est un problème. Outre les voyelles, vous allez avoir les problèmes des consonnes. Les consonnes qui existent, je ne parle pas de graphie, je parle de sons
consonantique prononcée. Les consonnes qui existent en français, l'inventaire consonantique en français nous est propre à notre langue. Il n'est pas général à toutes les langues. Donc, ayez à l'esprit que vos élèves, lorsque vous leur parlez, entendent des sons consonantiques qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'instant même où vous ouvrez la bouche, il va y avoir, vous allez réaliser phonétiquement des sons qui pour eux leur sont étrangers. Donc ayez cela à l'esprit. Mais ce n'est pas tout, si j'ose dire, parce que la phonétique, la phonétique, ma foi, on peut aussi l'acculturer et finir par l'intégrer. Il y a un autre élément qui est très important dans une langue, ce sont les différences morphologiques. Nous avons des éléments, des couples binaires, des éléments de structuration qui sont fondamentaux, comme l'opposition singulier-pluriel ou masculin-féminin. Ça nous paraît naturel, ça nous paraît indispensable et cela nous paraît commun. Voilà, c'est-à-dire c'est bon, le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel. Eh bien, ce sont des choses qui n'existent pas dans de nombreuses langues. Certaines langues n'opposent pas du tout le masculin et le féminin. Et certaines langues, notamment, je pense aussi dans notre opposition singulier et pluriel, ont plusieurs nombres. Il n'y a pas que deux nombres. Nous avons réduit le nombre de nombres à 2. Mais le latin, par exemple, dans sa phase la plus ancienne, dans son histoire la plus ancienne, donc le latin en avait 4. Mais le français, lorsqu'il a estimé que cette différence fonctionnelle de 4 nombres n'était pas nécessaire et que l'on pouvait les réduire à 2. Voilà. Mais certaines langues ont encore d'autres nombres que le singulier et le pluriel. Ensuite, autre point important, dans notre système linguistique, nous avons un système, une organisation de nos conjugaisons est une organisation qui est temporelle. C'est-à-dire que vous allez avoir un morphème grammatical qui s'ajoute au radical verbal et qui va vous indiquer à quel temps nous sommes. Je chanterai, tu chanteras, il chantera, etc. Nous, ce que nous n'avons pas dans notre système, c'est l'aspect. On l'a très peu. La valeur aspectuelle, c'est-à-dire qui vous indique si l'action, elle est à son début, si l'action, elle est à son terme, si c'est une action qui est dite singulative, c'est-à-dire qui n'a lieu qu'une seule fois, ou bien si c'est une action itérative, c'est-à-dire qu'elle se répète. Donc nous, notre organisation, elle est temporelle. Hier, j'ai mangé, aujourd'hui, je mange, demain, je mangerai. Cette organisation-là, elle nous est propre. La plupart des langues, des autres langues, des langues qui ne sont pas indo-européennes, sont des langues que l'on appelle agglutinantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va utiliser un petit élément qui ne va pas se mettre après le verbe comme nous, il va plutôt se mettre avant. Et ce petit élément grammatical, ce petit morphème, va vous dire à quel temps vous êtes et va vous préciser parfois, quand il a cette valeur aspectuelle forte, si l'action est à son début, à son terme, si elle est, comme je vous l'ai dit, unique ou bien si elle est répétée. Donc, moi, il m'est arrivé de voir des cours en Outre-mer avec des professeurs débutants qui enseignaient à leurs élèves « j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, etc. » Et les élèves chantaient, c'est vraiment le cas de le dire. Ils récitaient, mais ils ne comprenaient strictement rien. C'est-à-dire que c'était devenu une sorte, c'était la litanie des saints, si vous voulez. On récitait les conjugaisons, mais on ne comprenait pas ce que cela voulait dire, parce que cette structure-là n'existait pas dans la langue de l'élève. En l'occurrence, c'était des petits de collège. Mais enfin, les petits, ils étaient très volontaires, très enthousiastes. Alors, ils aimaient réciter. Mais alors, quand on leur demandait après, qu'est-ce que ça veut dire ça, alors là, en revanche, ils ne le savaient pas. Même chose aussi dans la forme des phrases. Nous avons la voix active, la voix passive. Là encore, ce sont des choses qui sont de nature à déstabiliser certains de nos élèves, chez qui ces choses-là n'existent pas. Alors, pour compliquer le tout, nous avons dans ce qu'on appelle les différences syntaxiques, le français est une langue que l'on appelle SVO, c'est-à-dire sujet, verbe, objet. C'est l'ordre de la phrase type. La phrase type en français a son sujet en tête, son verbe en position médiane et les compléments qui sont la plupart du temps après, que ce soit des compléments d'objet ou bien des compléments circonstanciels. Donc exemple, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Une phrase toute simple. Avec cet élément-là, le complément circonstanciel, vous savez, qui est mobile, c'est le seul. Il est non seulement facultatif, mais il est mobile, puisque vous pouvez dire à 8 heures,
le facteur distribue le courrier, ou bien le facteur à 8 heures distribue le courrier. Alors, pour nous, c'est une évidence, hein, voilà, ça fait partie des choses. Mais non, ce n'est pas évident pour tous vos élèves, parce que vous avez des langues que l'on va appeler SOV, c'est-à-dire le sujet, l'objet et le verbe. Vous allez avoir des langues VSO, c'est-à-dire le verbe est en tête, le sujet est en deuxième position et les compléments sont à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vous ai donné l'acronyme SVO, sujet, verbe, objet, vous pouvez considérer que toutes les structures sont possibles. Toutes les structures sont représentées dans toutes les langues. Donc ce qui vous paraît évident pour vous peut ne pas l'être pour vos élèves. Donc ayez bien conscience de ce patrimoine linguistique, de cette arborescence des langues, si vous voulez. Quand on parlait par exemple des langues indo-européennes, quand vous avez des élèves par exemple qui sont pakistanais dans vos classes, la langue parlée au Pakistan, l'ourdou, c'est une langue qui fait partie de la famille des langues indo-européennes. Donc a priori, vous aurez plus de chances, plus de facilité à intégrer un élève qui vient d'une langue indo-européenne qu'un élève qui est issu d'une langue qui n'est pas indo-européenne. Parce que si vous avez un élève qui vient d'une autre famille linguistique, dites-vous bien que tout ce que l'on dit, tout ce que vous dites est susceptible de poser problème. Et c'est pour ça que j'ai utilisé une théorie linguistique qu'on appelle la théorie des ondes. C'est quoi la théorie des ondes? Quand vous jetez un caillou dans l'eau, votre caillou, il fait des ondes, voyez? Et donc, les ondes, elles sont concentriques, mais elles sont également chronologiques. Donc, l'onde qui est la plus lointaine, voyez, si vous faites un cercle, par exemple, vous allez avoir deux points très opposés. Mais ces deux points qui sont très opposés, pourtant, ont été générés au même moment. Et donc, ils sont plus proches que l'onde concentrique précédente, si vous voulez, ou que la plus petite, parce qu'elles ont été générées à des moments différents. Et donc, dites-vous bien que parfois, plus les élèves sont éloignés géographiquement de nous, plus il existe avec eux, paradoxalement, une proximité linguistique. Aussi étrange que cela puisse paraître. Ce n'est pas parce qu'un élève est issu de l'autre bout du monde, de l'Inde par exemple, du Pakistan, du Bangladesh, ça ne veut pas dire que pourtant ces gens-là sont extrêmement éloignés de nous d'un point de vue linguistique, c'est même tout le contraire. Voilà. L'aspect graphique. Bien entendu. L'aspect graphique, on en parlera tout à l'heure. Bien entendu. Il y a également l'aspect graphique. Alors, on va parler deuxièmement du substrat linguistique. Le substrat, c'est donc la couche linguistique qui existe chez votre élève quand vous l'accueillez en classe. Là, il y a un certain nombre de mots techniques, on va en parler un petit peu. Un certain nombre de termes que vous devez connaître, ou que vous connaissez d'ailleurs sans doute, mais on va les répéter pour que les choses soient bien claires dans votre esprit. Alors, le bilinguisme, c'est le fait, on va dire, dans une situation à peu près égale, c'est la maîtrise de deux langues. Maîtrise, je vous dis, à peu près égale de deux langues. Le plurilinguisme, naturellement, c'est la maîtrise de plusieurs langues. Et la diglossie, c'est une situation où vous avez une langue qui, sur un territoire, est en situation d'infériorité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le même prestige que l'autre langue. Elle est un petit peu en situation un peu de parent pauvre. Et vous allez avoir des élèves qui sont peut-être soit parfaitement bilingues, soit des élèves qui sont plurilingues, soit des élèves qui sont en situation de diglossie, c'est-à-dire des élèves qui maîtrisent une langue, mais qui la maîtrisent peut-être moins bien que l'autre. Alors, ce que vous devez savoir, c'est très important, c'est qu'on ne construit une seconde strate linguistique chez quelqu'un qu'à partir du moment où la première, elle est acquise. Voilà, c'est-à-dire que si vous arrivez, un enfant qui ne parle pas bien sa langue maternelle va avoir la plus grande difficulté à construire une seconde strate linguistique. Langue vivante étrangère, ou bien, par exemple pour nos élèves, donc soit des élèves français, une langue vivante étrangère, ou bien dans le cas de nos élèves allophones, des élèves qui vont construire une autre strate linguistique, à savoir le français. Donc ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs qui,
en linguistique, ils vous disent effectivement que pour apprendre une seconde langue, une deuxième langue, devrais-je dire plutôt, quand on en apprend plusieurs, elle ne peut être apprise que quand la première, la langue maternelle, est maîtrisée. Alors, un point qui est important, c'est que nous allons avoir des élèves qui vont donc apprendre concomitamment plusieurs langues dans notre système scolaire. Et avant d'apprendre une langue, il y a un élément qui est important, c'est ce que j'appelle la conscientisation de la langue première. C'est-à-dire que, et cette conscientisation de la langue première, elle va être importante pour l'apprentissage du français. Je vous explique un petit peu ce que je veux dire. Dans notre usage, nous avons courant, et l'enfant fait cela dès qu'il est tout petit, l'enfant va utiliser le français de manière sociale et fonctionnelle pour communiquer avec ses parents, pour communiquer avec ses petits camarades, ses frères et sœurs, avec sa maîtresse. Donc c'est un usage social, c'est un usage qui est fonctionnel. Ensuite, dès le CP, la langue va devenir un objet d'étude. C'est-à-dire que la langue n'est plus seulement utilisée de manière inconsciente, en somme, elle n'est plus utilisée seulement pour s'exprimer. L'objet devient un objet réflexif, si vous voulez, un objet d'étude. Et c'est extrêmement difficile de passer de ce stade à l'autre, c'est-à-dire de passer du stade de j'utilise le français comme la langue de communication et je fais de cette langue un outil de réflexion. Et chez les enfants qui sont tout petits, on peut même dire que la capacité à entrer dans l'analyse de la langue est prédictive de la capacité ensuite à réussir à l'école, quelle que soit la discipline. Alors, pour arriver à avoir cette maîtrise, pour arriver à faire la bascule, si vous voulez, à passer d'un français fonctionnel à un français qui est un français étudié, il faut aussi qu'il y ait un élément qui est très important, c'est la conscientisation de la langue première. C'est-à-dire, quelle est la capacité qu'a l'élève, non pas seulement à s'exprimer dans sa langue à lui, mais à réfléchir sur sa langue. Ce qui suppose de votre part qu'il y ait des questions qui soient posées, on en parlera tout à l'heure dans les bonnes pratiques de classe, sur l'interlangue, c'est-à-dire le passage de la langue native de l'enfant au français. C'est-à-dire qu'il faut faire entrer, ça je vous le dis franchement, la langue des enfants, la langue des élèves, doit entrer dans vos cours, sans aucun tabou, de manière raisonnée naturellement, mais l'utilisation de la langue de l'enfant, du patrimoine linguistique de l'enfant, cette étape de conscientisation, elle est fondamentale pour passer ensuite au français. Alors un autre élément qui est important dans la connaissance que vous avez de votre public, c'est le fait de savoir quelle est la tradition de la langue de l'enfant. Est-ce qu'il s'agit d'une langue à tradition orale? Est-ce qu'il s'agit d'une langue à tradition écrite? Voilà, ça c'est un élément qui est très important. Lorsque vous accueillez des élèves, vous devez savoir, outre la langue qu'ils parlent, vous avez besoin, là où les langues qu'ils parlent, vous avez besoin de savoir quel est justement le patrimoine écrit de cette langue. Parce que quand il s'agit de langues vernaculaires qui ne sont utilisées choralement, je pense à un grand nombre de langues africaines, parce qu'il faut distinguer les langues africaines autochtones, si je puis dire, et les langues qui sont issues de la colonisation, comme le français, l'anglais, le portugais, qui sont des langues qui ont été, par exemple, qui ont été importées en Afrique à l'époque où les grandes puissances européennes créaient des empires, et ce qui crée naturellement des situations de bilinguisme. Alors je vous donne un exemple aussi de ce que j'appelle le cas djiboutien de Mayotte. Je prends par exemple le territoire, l'un de nos départements d'outre-mer, le cas de Mayotte, où vous avez la coexistence de 4 langues. Coexistence de 4 langues. Vous avez le français, qui est la langue de la République, donc la langue de l'école, mal maîtrisée à Mayotte. Vous avez l'arabe, qui est une langue là-bas cultuelle, qui est utilisée pour l'apprentissage du Coran. Mais le fait d'apprendre l'arabe
c'est l'arabe du Coran, c'est l'arabe littéraire, ne fera pas de vous des locuteurs de l'arabe. Parce que d'abord, ce n'est pas l'arabe égyptien ou bien l'arabe du Maghreb, etc. Donc le fait d'apprendre l'arabe d'une manière, le fait d'apprendre la Bible, si vous voulez, quelqu'un qui apprendrait par cœur la Bible, pour autant ne pourrait pas prendre le train, faire un usage fonctionnel et courant du français. Et ensuite, vous avez deux langues vernaculaires qui sont le shimaoré et le kibushi. Et donc, dans votre, une qui est une langue bantoue et l'autre une langue austronésienne. Donc la difficulté que vous pouvez avoir dans l'accueil de vos élèves, alors pourquoi je l'ai appelé ça le cas djiboutien? Parce que Djibouti, qui est aussi l'un de nos anciens territoires d'outre-mer, a également à peu près la même organisation linguistique, à savoir le français, l'arabe, et puis deux langues vernaculaires, l'afar et l'issa. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous allez avoir aussi, dans l'accueil de vos classes, des élèves qui sont faussement bilingues ou plurilingues. C'est-à-dire qui maîtrisent, qui baragouinent, si je peux dire, 2 ou 3 langues. Et ça, pour vous, c'est terrible. Ce n'est pas une bonne chose, si vous voulez, parce qu'il vaut mieux n'en parler qu'une seule et la parler bien, plutôt qu'avoir des connaissances ou des clartés de 2 ou 3. Et avant de vous lancer dans votre enseignement, on en parlera tout à l'heure, il est vraiment important que vous fassiez, si vous voulez, cette carte linguistique, cette carte d'identité linguistique de votre élève. Alors, continuons. Il y a un autre point dont vous devez avoir conscience dans l'accueil de vos élèves, ce sont les différences culturelles. Ça, c'est un élément qui est central. On peut faire des bêtises. Même quand on est animé de la meilleure bonne volonté, des meilleures intentions, on peut faire des bêtises. Alors, quelques exemples. La prise de parole en classe, le rapport d'autorité adulte-enfant, la perception du temps, et ce que j'appelle le temps scolaire et le temps coutumier. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? Donc, la prise de parole en classe, vous avez des sociétés où on apprend des tout petits à un enfant, dès l'âge le plus tendre, on lui apprend à se taire devant un adulte. On lui dit que la parole de l'enfant, il y a des sociétés, si je puis dire, où la parole de l'enfant, elle est secondaire par rapport à la parole de l'adulte. Donc la prise de parole par un élève devant des adultes et devant des tiers de son âge peut représenter une difficulté. Parce que c'est peut-être pas naturel par rapport à sa culture. Même chose aussi dans le rapport d'autorité adulte et enfant. Vous allez avoir vous allez peut-être commettre une maladresse en disant à un élève « Regarde-moi dans les yeux quand je te parle ». Pourquoi allez-vous commettre une maladresse? Parce qu'on lui apprend systématiquement à baisser les yeux devant un adulte. Donc, voilà. Ça aussi, vous pouvez, sans le vouloir, commettre une maladresse. En ce qui concerne la perception du temps, vous pouvez avoir chez des élèves, parce que telle est leur société, une perception du temps qui est, si vous voulez, dans l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présent... comment dit-on? Le temps organisé de manière linéaire, avec un passé, un présent, et des effets, et des échéances qui sont programmées, qui sont données, cette chronologie, si vous voulez, cette distribution, ne fait parfois pas sens chez eux, parce qu'il n'y a pas cette organisation. Ils n'ont pas dans leur culture, si vous voulez, cette organisation temporelle qui est la nôtre et qui nous semble aussi très, très familière. Autre chose également, ça je l'ai souvent remarqué en Outre-mer, ce qu'on appelle le temps scolaire et le temps coutumier. Dans certaines sociétés, parce que les choses sont ainsi, nous ne jugeons pas, nous constatons les faits, vous avez des sociétés où les enfants se couchent très tard. Parce que la préparation des mariages, parce que la vie est ainsi faite dans certaines sociétés, vous allez avoir des enfants qui se couchent très très tard. Moi, je m'en souviens en Outre-mer, lorsque vous avez des enfants qui se couchent très tard et des enfants dont les cours commencent à 7 h du matin, c'est le cas en Guyane, du fait de la chaleur notamment, mais également en Nouvelle-Calédonie, il m'est arrivé très fréquemment de voir plusieurs élèves qui dormaient, mais profondément.
C'était pas, il somnolait pas comme nous, quand quelque chose. Non, il dormait profondément. Voilà, il dormait profondément. Bon, ben voilà, parce qu'il y a bonjour, le temps scolaire ne se superpose pas parfaitement à ce que j'appellerais le temps coutumier. Voilà. Et donc ça aussi, ça crée un problème. Voilà, les différences culturelles qu'il peut y avoir sont également susceptibles de vous causer des difficultés. Alors,